au Conseil national. Vous voyez actuellement l'intérieur de l'hémicycle et aujourd'hui est un jour particulier. Bonjour Grégoire, c'est le jour de l'investiture de la nouvelle mandature qui va s'étendre jusqu'en 2023. C'est donc un jour tout à fait historique. Nous sommes ensemble jusqu'à la fin de la session d'ouverture et nous vous avons réservé un petit programme jusqu'à 18h30, heure à laquelle devrait débuter cette session. Alors Grégoire, comment va se dérouler cette soirée, cette journée, cette soirée ? Bonsoir à tous nos téléspectateurs sur notre site internet et nos réseaux sociaux. L'ordre du jour de la séance publique d'ouverture de cette nouvelle mandature va débuter traditionnellement par le discours du doyen qui va accueillir donc les nouveaux conseillers nationaux. Le doyen qui est Daniel Boéry, de notre 73 printemps, et qui est déjà un doyen expérimenté puisqu'il a déjà fait 5 ouvertures de session. Suivra bien évidemment ce qui est attendu par tous les monégasques, c'est l'élection du président du Conseil national. Et là, le suspense est à son comble. Tout à fait. Et bien entendu, dès que le président prendra place qui lui est réservée sur le banc au centre du gouvernement, il commencera son discours d'investiture, tant attendu du fait du ton qu'il va donner à cette ouverture de mandature 2018-2023 et l'année qui va s'ouvrir également. Une autre élection. Alors oui, en effet, l'ordre du jour convient de l'élection du bureau du Conseil national, comme le règlement intérieur le prévoit, et donc la deuxième personnalité de ce bureau est le vice-président, qui également fera l'objet d'un vote. Je rappelle que ce soir, le vote sera à bulletin secret et l'urne, comme traditionnellement. Le point suivant sera la désignation des secrétaires de séance, qui sont traditionnellement nos benjamins, donc qui sont pour aujourd'hui Marine Grisoul et Pierre Bardi, voilà, qui sont nos deux benjamins. Et pour finir, nous finirons sur la reconduction des commissions permanentes et spéciales, commissions spéciales, puisque les commissions permanentes, comme leur nom l'indique, sont permanentes. Nous y reviendrons et nous reviendrons bien entendu sur la composition de ce Conseil national, 24 conseillers nationaux que nous vous présenterons. Vous voyez actuellement à l'antenne les personnalités qui sont invitées pour cette session. Bien entendu, le Conseil national est ouvert lors de ces séances publiques à tous les monégasques, à toutes les personnes qui veulent assister à ces séances, mais cette séance d'investiture est un peu particulière puisque le protocole, bien sûr, il y a une liste d'invités selon un protocole dont nous vous parlerons. Le fonctionnement du Conseil national est sans doute un petit peu compliqué pour toute personne qui ne s'est pas intéressée aux affaires, je dirais, constitutionnelles. Je vous propose de découvrir le Conseil national non seulement sous l'angle de l'institution, mais également du bâtiment. Et nous allons donner la parole lors d'un reportage que nous avons tourné ces jours-ci à Madame Élodie Thomel, qui est chargée de mission. Exactement, au protocole. Voilà, en charge du protocole. Et à Philippe Mouly, qui est le secrétaire général du Conseil national. Si l'institution est plus que centenaire, ce bâtiment est le nouveau siège de l'Assemblée, inauguré en 2012 par leurs Altesses Sérénissimes, le prince Albert II et la princesse Charlène. Conçu sous la présidence de Stéphane Valéry, ce bâtiment réalisé et pensé par l'architecte monégasque Jean-Michel Hugues répond tout naturellement aux normes environnementales très exigeantes. Je vous invite dès à présent à rejoindre l'hémicycle afin d'y rencontrer Philippe Mouly, secrétaire général du Conseil national. Bonjour, bienvenue au Conseil national. Comme vous le savez, le Conseil national est composé de 24 membres élus par la population monégasque. Le prince et le Conseil national sont co-législateurs. Le Conseil national a la faculté de voter les lois. Il détient pour ce faire la possibilité d'amender les textes. Les seuls textes qui ne peuvent pas être amendés sont les lois de budget, les projets de loi de ratification. Vous avez pu le voir peut-être lors de certaines séances publiques, dans le cadre du budget, même si les articles budgétaires sont votés article par article, c'est la loi dans sa globalité qui fait foi et un élu peut soit voter la totalité de la loi, soit la rejeter en totalité. Nous sommes ici dans le grand hémicycle. Le Conseil national, dans le Conseil national, il y a également un deuxième hémicycle plus petit qui sert essentiellement
au travail des commissions. Celui-là est réservé pour les séances publiques. C'est ici que se déroulera la prochaine séance d'investiture du nouveau bureau, du président et du vice-président récemment élus. Vous voyez au fond, vous avez surélevé la place du gouvernement avec au milieu le président du Conseil national entouré du ministre d'État et de ses conseillers de gouvernement ministres. La séance d'investiture se démarrera, c'est le doyen qui présidera le début de la séance. C'est lui qui procédera à l'élection du nouveau président. À la suite, une fois élu, le président viendra prendre sa place au milieu et fera son discours d'investiture, alors que le doyen ira avec l'ensemble des 23 autres élus qui sont placés en demi-cercle tout autour de l'hémicycle. Devant, le banc devant un peu en contrebas, c'est le banc de l'équipe administrative. Moi, j'occupe là la place centrale et après, en fonction des sujets abordés, que ce soit législatif ou budgétaire, sont présents des personnes administratives qui suivent les textes à l'étude. Deux sessions sont prévues dans l'année. Une première session appelée session de printemps qui démarre le 1er avril pour se terminer le 30 juin. Cette première session est essentiellement consacrée à l'étude au législatif, c'est-à-dire le vote des lois. Une deuxième session qui démarre le 1er octobre pour se terminer le 31 décembre, qui est traditionnellement plus chargée car elle est consacrée essentiellement au vote des budgets, puisqu'il y a un premier budget qui est le budget rectificatif de l'année en cours, suivi d'un second budget. Dès que celui-là est voté, on enchaîne sur le budget primitif de l'année à venir. Et entre ces deux s'intercale souvent une petite session législative avec le vote de quelques lois. Donc c'est une session vraiment assez chargée, une fin d'année assez lourde pour tout le monde. Donc je vous souhaite une bonne découverte du Conseil national. Et voilà, Philippe Mouly, secrétaire général de l'institution du Conseil national. Il faut rappeler, Grégoire, que le secrétaire général est un personnage très important dans l'institution. Tout à fait, il est le chef de l'ensemble des agents et des fonctionnaires qui sont assignés au travail du Conseil national et qui sont là pour seconder le travail des élus, notamment en commission ou en séance publique. Alors le Conseil national, si j'ose dire, c'est une centenaire très moderne. Alors en effet, le Conseil national est né de par la Constitution de 1911, donc il a fêté ses 100 ans. 1911 a fêté ses 100 ans récemment, en 2011. Mais ce n'était pas du tout le même Conseil national. Alors tout à fait, l'année suivante de son centenaire, le Conseil national a pu déménager dans le bâtiment actuel. Celui-ci a été inauguré par leur Altesse Sérénissime, le prince Albert II et la princesse Charlène. Mais initialement, en effet, le bâtiment, comme la plupart des Monégasques s'en souviennent, se situait face au palais de justice. Alors à l'époque, en 1911, il y avait 2 fois moins de membres. Alors en effet, la première constitution prévoyait 12 membres. Et les 2 réformes constitutionnelles successives de 1962 et surtout celle de 2002 ont fait croître ce nombre à 24, qui correspond à peu près à la logique de l'augmentation de la proportion de la population monégasque. Il faut rappeler qu'en 1962, ça a été un véritable changement pour l'Assemblée. Oui, le Conseil national est devenu, a véritablement été investi d'un pouvoir législatif avec des compétences notamment budgétaires de par le vote du budget de l'État. Et plus récemment, la réforme de 2002 a encore donné plus d'importance au Conseil national de par sa possibilité de pouvoir déposer désormais une proposition de loi. Donc, comme le disait le secrétaire général, de par l'article 4 de la Constitution, le prince et le Conseil national sont bien co-législateurs. Voilà. Depuis 1911, on peut imaginer le travail qui a été fait et de très nombreux présidents se sont succédés. Je vous propose de découvrir une galerie de portraits. C'est d'ailleurs la galerie qui est dans la salle des pas perdus puisqu'on voit l'ensemble de ces présidents. Exactement. Je vous propose en images de découvrir. Vous verrez que des personnages très importants pour la vie monégasque ont été présidents du Conseil national. En images.
Des personnages très importants qui ont compté et qui comptent d'ailleurs toujours dans la vie monégasque. On aura remarqué un portrait de Stéphane Valéry qui a été président, rappelons-le, du Conseil national de 2003 à 2010. C'est en 2010 qu'il a été appelé par le prince souverain pour rejoindre le gouvernement princier. Tout à fait. Alors, vous voyez actuellement l'hémicycle, le chef de file de la majorité, qui n'est pas encore président, est en train de saluer l'ensemble de ses élus, de ses colistiers qui s'installent. On parlera peut-être à l'occasion de l'emplacement des différents élus. Vous voyez que M. Stéphane Valéry est assez détendu et il tient dans sa main la chemise qui renferme le discours d'investiture. Je vais vous faire un aveu, personne ne l'a lu, ce discours d'investiture. C'est-à-dire qu'il est tout à fait original, il a souhaité de sa propre main l'écrire et j'imagine le raturer et le transformer et en faire ce moment très important de la vie qui, comme vous le soulignez tout à l'heure, Grégoire, va marquer bien entendu la mandature. Alors une mandature, ça consiste à voter des lois. Ça semble simple à dire comme ça, mais essayez, Grégoire, on a essayé toute l'après-midi de résumer ça à peu de choses, de nous résumer le cheminement d'une loi. Et d'abord, il faut déjà dire qu'il y a deux types de textes. Il y a les projets et les propositions de loi. Il est important de le rappeler, en effet, le Conseil national a l'initiative de rédiger, de déposer et de voter des propositions de loi. Donc un ou plusieurs conseils nationaux peuvent déposer devant une commission une proposition de loi qui sera examinée et puis votée en séance publique, suite à quoi cette proposition de loi est de fait envoyée au gouvernement. Celui-ci, de par la Constitution, donc révision de 2002, a l'obligation de répondre sous les 6 mois s'il va ou non transformer ce projet de loi. Il devra s'en justifier dans un cas négatif. Et suite à quoi, ce délai de 6 mois, nous avons un second délai de 12 mois dans lequel le gouvernement a l'obligation constitutionnelle de déposer un projet de loi en réponse à cette proposition de loi sur le bureau du Conseil national. Alors là, nous avons deux possibilités. Soit le projet de loi est issu d'une proposition de loi, soit le projet de loi peut être également issu d'une initiative du seul gouvernement. Nous avons eu ces dernières années des textes très techniques de réforme des codes, ou notamment très pointus et assez sensibles comme relatifs à la sécurité intérieure. Donc ces projets de loi arrivent sur le bureau du Conseil national. Celui-ci, en séance publique, décide de renvoyer devant l'une de ses commissions pour l'examen. Suite à quoi, les commissions qui peuvent travailler durant de très très nombreuses heures sur différentes semaines et mois, va examiner ce projet de loi. Alors, ce qui est intéressant de savoir, c'est que ces projets de loi sont examinés en commission, ils font l'objet d'études juridiques, ils peuvent faire appel à des compétences techniques extérieures. Des experts qui peuvent être consultés par les élus. Tout à fait, mais aussi également faire venir, convoquer du moins plutôt inviter des membres de la société civile qui seraient impactés par le futur projet de loi. Enfin, en tout cas, le futur texte de loi. Et après s'engage une partie très importante puisque le Conseil national, par le biais de ses commissions, échange avec le gouvernement et par le biais d'amendements. Et donc, il est important de comprendre que ces échanges, que je pourrais qualifier de navette, si vous m'excusez l'expression, ces échanges, c'est un véritable dialogue. C'est ça, c'est le dialogue. C'est le sens même de la Constitution qui veut qu'il y ait un dialogue nécessaire et indispensable pour que le vote puisse aboutir. Et on arrive bien sûr à la séance publique de vote du projet de loi. Exactement. Et qui aboutit à un texte qui est applicable. Donc il est important pour les monégasques qui nous écoutent de savoir que la séance publique offre l'occasion pour chaque élu de se prononcer sur ce texte, mais préalablement ceux-ci ont discuté durant des heures et des heures, durant des mois, sur ce travail qui n'apparaît pas aux yeux des monégasques, mais qui est certain et... Vous parliez du gouvernement et du dialogue. Nous voyons actuellement à l'antenne le doyen, M. Daniel Boéry, qui a accueilli son Excellence le ministre d'État, Serge Autel, qui est en train de saluer les nouveaux élus de l'Assemblée. Ces élus de l'Assemblée, vous ne les connaissez peut-être pas. Je vous propose de les découvrir par ordre alphabétique, l'ensemble des élus du Conseil national.
les 24 conseillers nationaux qui composent pour cette mandature le Conseil national. Vous voyez à l'écran que le gouvernement princier s'est mis en place. Donc la séance va démarrer, j'imagine, dans quelques instants. Elle était prévue à 18h30. Mais toutefois, Grégoire, ce qui est intéressant de noter, c'est la composition de ce Conseil national. Alors oui, en effet, nous avons une expérience affirmée au travers de différents élus. Nous avons 6 conseils nationaux sortants, en la personne de Jean-Louis Grinda, Daniel Boéry, Christophe Robineau, Nathalie Moratti-Blanc, Béatrice Fresco-Rolfo et M. Jacques Ritt. Nous avons également des anciens conseils nationaux qui ne sont pas de la précédente mandature, mais qui ont déjà siégé au sein de l'Assemblée, en la personne de Michel Ditlou, Fabrice Notary, Brigitte Pocone-Pagès, Guillaume Rose. Donc nous avons à peu près 10 personnes qui connaissent, qui ont été élues et qui ont l'expérience de l'hémicycle. Mais nous avons 14 nouvelles entrants. Et je pense que c'est une première. Et c'est depuis de longue date, nous n'avons pas vu un tel renouveau de l'Assemblée, ce qui annonce certainement de nouvelles façons, de nouvelles process qui pourraient émerger, de nouvelles coutumes. Voilà, donc une assemblée renouvelée, une assemblée toute neuve, puisque chaque mandature remet à zéro tous les compteurs. Vous remarquez sur votre écran que M. Stéphane Valéry est installé à la place du doyen, ce qui est parfaitement normal, puisque le doyen de l'Assemblée, c'est-à-dire Daniel Boéry, est actuellement en place comme président de séance. Je pense que la séance va bientôt démarrer. Et je vous laisse en compagnie de cette nouvelle mandature du Conseil national 2018-2023. La parole est à Daniel Boéry. Bien, j'ouvre la séance pour vous dire déjà que nous sommes en direct sur Monaco Info et sur le site du Conseil national. Monsieur le ministre, Madame, Messieurs les conseillers du gouvernement ministre, Mesdames et Messieurs les conseillers nationaux, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, la première séance de la législature 2018-2023 est ouverte. En liminaire, je vous informe que M. Jacques Ritt a fait savoir qu'il devrait malheureusement quitter la séance prématurément et il tient à s'en excuser. C'est conformément à l'article 57 de notre Constitution qu'il me revient en ma qualité de doyen de prononcer l'ouverture de cette séance spéciale d'installation du nouveau Conseil national, lequel a été élu le 11 février 2018. Nous sommes réunis ce soir en vertu de l'article 57 et 60 de la Constitution, de l'article 2 de la loi 771 du 25 juillet 1964 sur l'organisation et le fonctionnement du Conseil national, modifié, et de l'article 2 du règlement intérieur de notre Assemblée, qui prévoit que le Conseil national nouvellement élu se réunit le 11e jour après le scrutin pour, en tout premier lieu, désigner son bureau, c'est-à-dire élire le président et le vice-président de notre Assemblée. Cependant, avant de procéder à l'élection du nouveau président, Monsieur le ministre, Madame, Messieurs les conseillers du gouvernement ministre, mes chers collègues, je souhaite vous dire quelques mots. Monsieur le ministre, Madame, Messieurs les conseillers du gouvernement ministre, chers collègues, chers amis et chers compatriotes dans l'hémicycle, à la télévision et sur Internet. Je sais qu'on nous regarde de loin et je salue nos amis et compatriotes qui nous voient ce soir, bien qu'éloignés du pays. C'est bien sûr une très grande joie pour moi d'ouvrir en tant que doyen d'âge cette nouvelle mandature. Depuis le 11 février, il faut vous le dire, j'attends cet instant avec une grande gourmandise. C'est la seule fois de l'année où mon temps de parole n'est pas limité. Je sais bien, pour autant que tous nous attendons l'élection du nouveau président du Conseil national, ce qui pourrait en apparence rendre dérisoire, voire inaudible, mon discours d'ouverture, tant l'émotion des uns et des autres est forte. Mais au fond, il ne serait pas raisonnable de réduire cette prise de parole à une simple procédure formelle. Laissez-moi d'abord donner un salut amical aux collègues de la précédente législature, qui, chacun pour des raisons diverses et variées, ne sont plus présents ce soir. Qu'ils soient remerciés pour leur contribution pour le pays.
Et c'est aussi une grande émotion, car au-delà de la présente session, c'est bien une grande responsabilité qui nous attend dans un monde en ébullition. Nous devons accompagner Monaco dans son développement, dans son adaptation face à ces mutations. Pour préparer mon intervention de ce soir, j'ai relu mes précédents propos en tant que doyen d'âge de cette Assemblée, pour retenir 2 remarques, même si certains pourraient trouver peu élégant de me citer moi-même. Quelle vision globale avons-nous de Monaco dans le futur? J'ai dit que cet exercice de futurologie conduirait naturellement à des erreurs virtuelles. Mais encore faut-il disposer de ces projections du futur pour pouvoir corriger de telles erreurs. Pour moi, l'horizon budgétaire annuel, pour nécessaire qu'il soit, est très insuffisant. Ma seconde remarque concerne le Conseil national et la Constitution. J'avais dit alors que la défense de notre modèle politique serait plus aisée avec un Conseil national fort. J'étais plutôt visionnaire, alors autant m'auto-congratuler. Soutenir notre prince et soutenir la Constitution, c'est aussi le rôle du Conseil national, et pour cela, notre Conseil national doit être réellement fort. Et j'en suis d'autant plus heureux que c'était un des objectifs de la campagne électorale, et c'est ce que nos compatriotes ont voulu en choisissant notre nouvelle équipe pour les 5 années à venir. Ce préambule fait, je souhaite vous proposer une rencontre paradoxale entre la jeunesse et la nostalgie. Nous nous trouvons devant un Conseil national renouvelé où 13 conseillers nationaux sur 24 n'ont jamais siégé dans cet hémicycle, plus de la moitié. C'est un renouveau formidable, que les Monégasques ont choisi avec un mélange d'expérience et de jeunesse. Cette jeunesse, je m'y arrête un instant car elle est le germe de notre avenir à tous, de l'avenir de notre pays et aussi de son propre devenir. Une génération nouvelle arrive à la vie politique, avec des mouvements, avec les passions, les joies et les douleurs qui agitent en tous sens, se mêlent, s'entrechoquent et s'équilibrent. C'est l'avenir en marche. Le Conseil national a rajeuni, 50 ans en moyenne d'âge, et le doyen, qui est par définition fausse cette moyenne, n'en est que plus heureux. Face au défi du siècle, le mélange des générations est la meilleure arme possible. Mais si j'ose dire, comme dit le poète, l'âge ne fait rien à l'affaire. Il s'agit d'une nouvelle ressource extraordinaire et nous devons en prendre conscience. Voyez-vous, mes chers compatriotes, pour avoir côtoyé durant toute cette campagne et les avoir mieux connus, je peux vous le dire et leur dire. Cette jeunesse est compétente, motivée et forte. Elle illustre en 2018 comment la priorité aux Monégasques ne sera plus seulement un phénomène de carte d'identité, mais celui d'un monde nouveau où l'expérience et la compétence existent dès maintenant. Monaco a besoin de cette jeunesse pour relever le défi des temps et les relations avec l'Europe en particulier. Car ce sont eux qui auront à les créer, ces relations aujourd'hui, sinon à les subir demain. Il n'y aura pas de rupture générationnelle, mais un mélange d'expériences diverses, d'expériences du monde d'ailleurs, d'expériences internationales et des compétences adaptées aux mouvances du présent. Ah, l'Europe! C'est l'occasion de dire pour moi ici ce soir l'importance de notre identité. Notre identité nationale qui semble parfois relever d'un discours parfaitement banal, quoique galvaudé, mais qui renferme toutes les questions relatives au rapport entre Monégasques, entre notre singularité individuelle et notre vision sociale et globale du pays. Cependant, cette dernière identité, trop souvent, se cache derrière la nostalgie. Cette nostalgie qui donne parfois des bleus à l'âme, cette nostalgie qui donne parfois des larmes au cœur, mais cette nostalgie qui reste seule quand on ne peut plus rien faire comme un chant du cygne. Cette nostalgie qui trop souvent s'enferme sur une notion trop simple, pour ne pas dire trop simpliste, celle du patrimoine tronqué. Cette nostalgie qui oublie que ce territoire de 2 km² et les 15 000 Monégasques que nous serons vers 2040 aussi se développer, s'adapter et anticiper. Cela est de notre responsabilité, non pas pour demain, mais dès aujourd'hui, dès à présent. Ce développement s'appuie sur notre identité, partie de notre histoire, notre culture et les valeurs que nous partageons, même invisibles, mais qui sont là.
Mais cette nostalgie cherche aussi à semer la zizanie, en oubliant, volontairement ou non, que le patrimoine est aussi le patrimoine culturel immatériel, impalpable par essence, mais ô combien présent, quotidien dans notre culture, source de notre attractivité. Notre souverain a souligné l'importance, par sa présence dans l'hémicycle, lors du concert hommage au compositeur monégasque Louis Abiat, le 3 novembre 2017. La nostalgie, cela aussi fait peur. La peur d'affronter la modernité, la peur d'avancer dans le monde qui ne nous attend pas. La nostalgie, c'est enfin la peur de l'autre, la peur du changement, la peur de l'évolution, fût-elle naturelle. Or, ce dont nous avons besoin, c'est une identité ouverte, sûre d'elle-même, qui affronte le monde avec ses forces vives et qui prévoit et qui prépare le Monaco de demain, celui des générations futures, pour donner rendez-vous à l'histoire. Pour conclure mon propos, mes chers compatriotes, je vous dis, allons de l'avant, appuyons-nous sur notre histoire, appuyons-nous sur notre jeunesse, mais ne laissons pas aveugler par des sentiments primaires non justifiés. Sans cela, notre territoire n'aurait pas bougé, le train ne serait pas en sous-sol et nous serions là ce soir, à genoux, à adorer l'ancienne gare de Monte-Carlo. Disant cela, je n'oublie pas l'histoire, mais ne s'appuyer que sur les seuls pieds de la nostalgie, sans penser au développement du pays, ni aux traces laissées par nos parents, ni celles que nous laisserons à nos enfants, c'est bloquer les générations futures dans un pseudo-bien-être du seul passé. Je vous remercie. Conformément à l'article 3 de la loi 771 du 25 juillet 1964 sur l'organisation et le fonctionnement du Conseil national, modifié, ainsi qu'aux articles 3 et 4 du règlement intérieur, le président et le vice-président du Conseil national sont élus au secret à la majorité absolue des membres en exercice. En outre, conformément à l'article 2 du règlement intérieur du Conseil national, je vous précise qu'aucun débat, à l'exception de celui auquel la désignation du président est susceptible de donner lieu, ne peut s'instaurer sous la présidence du doyen d'âge. Avant de procéder à l'élection du bureau de notre Assemblée, je précise que cette séance sera également l'occasion de désigner les secrétaires de bureau d'âge. Je les regarde. La composition de chaque commission permanente et spéciale sera mise aux voix sur la base des candidatures qui ont été enregistrées au secrétariat général. Chers collègues, l'ordre du jour appelle à présent l'élection du bureau du Conseil national et il nous revient en premier lieu de procéder à l'élection du président du Conseil national. Je précise que le Conseil national est constitué de 24 membres. 13 voix sont donc nécessaires pour qu'un candidat soit élu au premier tour. Nous allons procéder dès à présent à l'élection du président. Qui souhaite poser sa candidature à la présidence du Conseil national? Monsieur le doyen, je suis candidat à la présidence du Conseil national. Je vous remercie, Monsieur Valéry. Y a-t-il d'autres candidatures? Eh bien, Monsieur le doyen, je suis également candidat à la présidence du Conseil national. Merci, Monsieur Grinda. S'il n'y a pas donc de demande, je demande à messieurs les conseillers nationaux, mais peut-être souhaitez-vous dire quelques mots avant de procéder au vote. Merci, Monsieur le doyen. Monsieur le doyen, Monsieur le ministre d'État, Madame, Messieurs les membres du gouvernement, chers collègues, chers compatriotes, ma candidature de ce soir doit être expliquée afin que personne ne se méprenne quant à mes intentions. En effet, il ne s'agit pas pour moi de contester la victoire du groupe Priorité Monaco, ni l'élection plus que probable de sa tête de liste. Qu'il me soit permis de les féliciter collectivement et individuellement. Chers collègues, je vous souhaite de réussir dans l'intérêt de notre principauté et de nos concitoyens. Je vous souhaite également, à tous, d'être heureux pendant cette mandature, comme je le fus moi-même lors de la précédente. Car si l'on écarte les dissensions, voire les combats bien naturels, et que nous ne manquerons pas d'avoir, le service des Monégasques est suffisamment enthousiasmant pour qu'il prenne le dessus sur tout autre inconvénient.
Ma candidature n'a de valeur que pour remercier et saluer, tout d'abord, les électeurs qui ont porté leur suffrage sur la liste Union monégasque que j'ai eu le grand honneur de conduire ces derniers mois. Elle me permet également d'adresser un salut amical et fraternel à l'ensemble de mes colistiers. Je suis hélas le seul rescapé de cette aventure. Soyez assurés, mes chers amis, que le programme que nous avons établi ensemble sera ma référence pour les 5 prochaines années. Enfin, qu'il me soit permis de faire 2 courtes remarques quant à l'évidente nécessité d'une révision de notre loi électorale. Tout d'abord, j'attire l'attention de tous sur la diminution continue de la participation. De nouvelles règles quant au vote par correspondance, par procuration et, pourquoi pas, électronique, me sembleraient les bienvenues et je sais, Monsieur Valéry, que vous partagez ce point de vue. Par ailleurs, si la proportionnelle absolue était la règle, la répartition des sièges serait sensiblement différente, tout le monde en conviendra. Le débat démocratique aurait tout à y gagner. La rigueur financière y trouverait également son compte, car vu les sommes dépensées pour la campagne, et même si Union monégasque a été particulièrement économe, je suis manifestement l'élu le plus cher de l'hémicycle. Puisque le gouvernement rembourse l'intégralité des dépenses de campagne, je me permets de souligner ce fait en lui suggérant de me traiter avec délicatesse pour les 5 prochaines années. Je vous souhaite à tous et toutes, et très cordialement, une excellente mandature. Merci, M. Grinda. Donc, nous allons passer au vote. Je prie maintenant Mademoiselle Marine Grisoul et M. Pierre Bardy, qui sont les 2 plus jeunes élus du Conseil national des nationaux de l'Assemblée, de faire fonction de secrétaire et de dépouiller le scrutin, assisté de Monsieur le secrétaire général. Hein? On va passer avec l'urne. Ne gaspillez pas tous les bulletins. Voilà, Grégoire, comme de tradition, le secrétaire général passe il va passer sur les bancs de l'Assemblée. Tout à fait, devant chaque élu. Voilà. Leur tendre l'urne pour qu'ils puissent mettre évidemment leur bulletin. Donc on ne saura pas qui a voté, le bulletin est en secret, mais nous pouvons assister en direct au dépouillement. Et donc pour le dépouillement, le secrétaire général, comme le disait le doyen, sera assisté par les 2 Benjamins, Marine Grisoul, 29 ans, et Pierre Bardy, 30 ans. On peut d'ailleurs noter qu'il y a 5 conseillers nationaux qui ont entre 20 et 30 ans, 20 et 40 ans, disons la trentaine, donc c'est ce qui renouvelle un peu la jeunesse du Conseil national. Chaque conseiller national met donc son bulletin, c'est à eux de voter aujourd'hui. En effet. Ils désignent par leur voix un président. Dans l'histoire du Conseil national, parfois il y a eu quelques tribulations, parce qu'il a fallu refaire parfois le vote, mais depuis ces dernières mandatures, je crois que ça s'est parfaitement régularisé. Je pense que le secrétaire général a pris toutes les mesures pour éviter toute ambiguïté sur le nombre de bulletins à dépouiller. Et comme l'a rappelé le doyen, en effet, dès que plus de 14 bulletins sont accordés, à ce moment-là, le président est élu au premier tour. Dans le cas contraire, un deuxième tour pourrait être envisagé. Voilà, donc bien entendu, le président de séance vote lui-même, le doyen le dernier. Pierre Bardy et Marine Grisoul. Et donc de venir dépouiller les votes. Donc les 2 Benjamins de l'Assemblée. Benjamin est nouveau entrant, donc je pense qu'il y a une certaine pression sur leurs épaules. Donc en effet, le travail de Conseil national, nous l'avons dit tout à l'heure, ce travail en commission est technique, mais également télévisuel. Donc voilà, le dépouillement est en cours. Nous allons entendre le résultat qui sera déclaré par le doyen d'âge, M. Daniel Boéry. Il n'est pas question de lire les bulletins, c'est-à-dire c'est un travail qui est fait sous l'autorité du secrétaire général. L'idée étant évidemment d'avoir un vote clair qui permet de désigner un président de façon incontestable. Alors le vote électronique auquel faisait allusion Jean-Louis Grinda
Oui, alors je rassure tout le monde, le dépouillement ne concerne que 24 bulletins et non pas plus de 7000, donc le résultat sera rapidement connu. Mais blague à part, c'est vrai que le vote électronique a été le lendemain même, le jour même des résultats des élections, abordé par le leader de la majorité Primo, Priorité Monaco. Ce sera intéressant en effet de voir le débat. Est-ce que tous les textes techniques, législatifs et réglementaires sont déjà prévus par la législation, être adoptés. Mais surtout les spécifiques au vote. Alors le vote électronique aussi est possible au sein de l'Assemblée. Nombre de votants 24, majorité absolue 13, Stéphane Valéry 21, Jean-Louis Grinda 1, bulletin blanc 2. Je proclame Stéphane Valéry président du Conseil national et l'invite à venir occuper le fauteuil présidentiel. Voilà, sans surprise, le nouveau président du Conseil national vient d'être élu, 21 voix, c'est-à-dire qu'il a fait évidemment le plein de sa majorité. Tout à fait. C'est donc un nouveau président qui s'installe, qui salue actuellement le ministre d'État, Serge Autel, qui embrasse ses anciens collègues du gouvernement, Marie-Pierre Gramaillat, et qui va commencer son discours d'investiture. Merci. Merci à toutes et à tous pour votre chaleureux accueil. Monsieur le ministre d'État, Excellences, Madame, Messieurs les conseillers du gouvernement ministres, Mesdames et Messieurs les conseillers nationaux, Mesdames et Messieurs, chers compatriotes. Vous venez, chers collègues, de me permettre d'occuper à nouveau ce siège en m'élisant à la présidence du Conseil national. Je vous en remercie chaleureusement et c'est avec une grande émotion que je retrouve cette fonction et cette assemblée si chère à mon cœur. Mais avant tout, je voudrais exprimer ma profonde gratitude envers les Monégasques qui, par leur suffrage, ont clairement exprimé leur choix pour le projet politique porté par la liste que j'ai conduite et qui a abouti aux résultats que nous connaissons. Cette confiance m'honore et m'oblige. Je veux dire à mes compatriotes ce soir que je donnerai le meilleur de moi-même pour en être digne. Je mesure l'ampleur de la tâche et l'attente que les électeurs ont placée en nous. Vous êtes d'ailleurs nombreux déjà tous les jours à me la rappeler, cette attente. La forte participation de nos compatriotes à ce scrutin essentiel pour la vie démocratique de notre pays, avec plus de 70% de votants, ainsi que la large victoire obtenue par Primo, confère au Conseil national et à sa majorité une très grande légitimité. 70%, c'est remarquable dans un État moderne, mais ce chiffre aurait pu être encore supérieur. Et Jean-Louis Grinda l'a dit avant moi, nous partageons la même analyse. En effet, un nombre important d'électeurs de bonne foi n'ont pu exercer leur droit de vote par procuration, le découvrant parfois d'ailleurs au dernier moment, à cause de règles trop rigides qu'il nous faudra assouplir rapidement. Je pense aussi bien sûr à nos compatriotes expatriés pour qui nous devons réfléchir à l'introduction du vote électronique. Pour moi, tout monégasque qui le souhaite doit pouvoir exprimer son choix lors des élections nationales, et ce ne fut pas le cas pour tous lors de ce scrutin. Mais ce soir, le temps de la campagne électorale est terminé et une nouvelle législature commence. Les Monégasques nous ont donné mandat pour les représenter et remettre ce Conseil national à la place qui doit être la sienne au sein des institutions. Je veux redire, avant tout, mon attachement indéfectible au prince souverain et à la monarchie héréditaire et constitutionnelle, à ce régime qui est l'essence même de notre pays. Notre régime politique a fait ses preuves. Il est l'un des fondements mêmes de notre identité. Nous en serons toujours les ardents défenseurs. Selon une expression du prince Albert II que je partage totalement, l'esprit de nos institutions doit se traduire par, je cite, le pas vers l'autre, entre le gouvernement nommé par lui et le Conseil national élu par le peuple monégasque. Selon l'article 4 de la Constitution, le pouvoir législatif est exercé par le prince et le Conseil national, qui est donc le co-législateur. Et selon l'article 66, la loi implique l'accord des volontés du prince et du Conseil national. Autrement dit, la Haute Assemblée est un partenaire institutionnel indépendant du gouvernement qui ne doit être ni une chambre d'opposition, ni une chambre d'enregistrement. C'est la bonne lecture de nos institutions.
Ce positionnement du Conseil national garantit que les aspirations légitimes des Monégasques et au-delà de tous les résidents, car la loi s'applique à tous, soient entendues et prises en compte le plus largement possible. Ce rôle du Conseil national est essentiel pour le bon fonctionnement de nos institutions. S'il n'est qu'une chambre d'enregistrement, il manque la force de la représentation démocratique. Et c'est alors notre système politique qui ne fonctionne pas comme il le devrait. Avec un Conseil national à sa juste place, cette force de la représentation démocratique est bien celle d'un pays moderne, complètement en phase avec son temps et avec ses habitants. Si on y réfléchit, notre régime garantit donc mieux qu'un régime parlementaire la prise en compte des positions de l'Assemblée élue. En effet, ce pas vers l'autre est indispensable, aussi bien au Conseil national, bien sûr, qu'au gouvernement, qui ne dispose pas dans l'hémicycle d'une majorité acquise par avance à ses souhaits, à la différence de ce qui se passe en pratique dans les régimes parlementaires. Une nouvelle période débute ce soir. Après un effacement progressif du Conseil national ces dernières années, il est temps de retrouver un fonctionnement institutionnel conforme à la lettre et à l'esprit de notre Constitution. Avec les conseillers nationaux, nous sommes prêts à un dialogue institutionnel constructif. Nous sommes prêts à faire ce pas vers le gouvernement. Après cette période d'effacement de l'Assemblée et conformément à la volonté des Monégasques, le Conseil national est donc de retour. Mais comme je viens de l'expliquer, le gouvernement ne doit pas s'en inquiéter. Bien au contraire, même si je peux comprendre que c'était plus confortable pour lui lorsqu'il n'avait de fait plus à faire ce pas vers notre Assemblée. Chacun doit jouer pleinement son rôle de part et d'autre de la place de la Visitation. Le gouvernement comme le Conseil national doivent remplir chacun toute l'étendue des prérogatives que la Constitution a prévues pour eux. C'est pourquoi il s'agit, en ce jour d'installation du nouveau Conseil national, de partir sur des bases saines et constructives. Chacun dans son rôle, chacun à sa place. C'est le gouvernement nommé par le prince qui détient le pouvoir exécutif. C'est le gouvernement qui dirige l'administration et met en œuvre la politique de l'État. Et si nous reconnaissons bien volontiers ce rôle essentiel, de son côté, le gouvernement ne doit pas vouloir amoindrir le rôle constitutionnel du Conseil national ou vouloir limiter la portée de son expression. Qui pourrait imaginer le Conseil national s'immiscer dans la communication du gouvernement en imposant par exemple sa manière de retransmettre les conférences de presse de celui-ci? Personne, bien entendu, car cela n'aurait aucun sens. Et pourtant, c'est ce même gouvernement, au travers de sa direction de la communication, qui a refusé notre proposition ce soir d'émission préalable à cette séance publique que les internautes ont pu suivre sur le site du Conseil national, mais que les téléspectateurs de Monaco Info n'auront pas vu. Et pourtant, cette émission, que je vous invite à visionner en replay sur Internet, est parfaitement informative, neutre et fiable. L'anecdote pourrait prêter à sourire, mais elle est révélatrice. Révélatrice de pratiques d'un autre âge, celle d'une télévision gouvernementale, courroie de transmission unique de ses propres messages. Cette immixtion de l'exécutif gouvernemental dans la communication télévisée autour de cette séance publique d'installation du nouveau Conseil national est pour le moins loin de cet esprit du pas vers l'autre. Cette anecdote malheureuse confirme toute l'opportunité de notre proposition de relancer notre télévision en la transformant enfin en chaîne publique et non plus gouvernementale, comme cela existe partout dans le monde, avec une rédaction indépendante permettant, entre autres, une information pluraliste. Comme sur d'autres sujets, cette franchise est et sera nécessaire pour la qualité des relations entre nos deux institutions. À l'opposé des non-dits, source de malentendus et de conflits, cette franchise, qui doit être réciproque et respectueuse, sera indispensable pour trouver des solutions constructives et positives pour le pays. Ce pas vers l'autre, cette franchise, sont d'autant plus nécessaires lors du débat et du vote des lois de budget. C'est à ce moment précis que le Conseil national dispose des moyens nécessaires pour aborder tous les sujets essentiels pour le pays et ses habitants et peser sur certaines décisions du gouvernement. Avec un Conseil national retrouvé,
Ces moments vont reprendre tout leur sens et toute leur vigueur, et c'est une excellente nouvelle pour un fonctionnement sain et harmonieux de nos institutions. Ces moments, je les ai vécus entre 2003 et 2010, lorsque je présidais déjà cette Assemblée. Et je voudrais rassurer les Cassandres, tout s'est toujours bien terminé dans la recherche permanente du consensus entre le Conseil national et le gouvernement. Les budgets ont été votés avec la prise en compte des principales attentes des Monégasques et des résidents. Rappelons par exemple que près de 1000 logements domaniaux furent ainsi construits, que le contrat habitation-capitalisation a vu le jour, que les droits des femmes ont considérablement évolué, que notre modèle social a été renforcé et notre législation modernisée. Bien sûr, il y a eu parfois des débats contradictoires intenses, en privé comme en séance publique, pour parvenir à ce consensus, à ce pas vers l'autre. Et cela est sain. Alors, si je ne doute pas qu'il y en aura d'autres, je ne doute pas non plus de leur issue positive pour le pays, car nous sommes des partenaires institutionnels responsables. Dès demain, nous devrons travailler ensemble. Ensemble. C'est le cas aussi pour les élus de la minorité. Et je voudrais à présent m'adresser à eux. Je veux leur redire que le temps de la campagne est terminé et que je serai le président de tous les élus. Je reste convaincu que ce qui nous rassemble au sein de la grande famille monégasque est bien supérieur à ce qui a pu nous opposer le temps d'une campagne électorale. C'est pourquoi je recevrai dès demain matin les représentants élus des deux listes minoritaires. Je leur proposerai de les associer au travail du Conseil national en confiant à l'un d'entre eux une présidence de commission et à tous les trois, d'importantes délégations au sein des commissions et comités mixtes de travail avec le gouvernement. L'unité des Monégasques derrière le prince souverain, l'ouverture vers la minorité à côté d'une majorité solide et unie autour d'un vrai projet réalisable et raisonnable, c'est ainsi que je conçois le travail de l'Assemblée. Oui, ce projet porté par notre majorité est parfaitement réaliste sur le plan opérationnel et raisonnable sur le plan financier. Je vais y revenir. Sur de nombreux sujets, Monaco est confronté à de grandes problématiques et à de nouveaux défis. Le logement, le principal problème des Monégasques et des résidents, constitue bien sûr la priorité nationale absolue pour notre Assemblée. Pour les nationaux, face à la pénurie actuelle de logements domaniaux, nous demandons la mise en place d'un plan d'urgence avec 6 mesures complémentaires et innovantes. J'insisterai simplement ce soir sur certaines d'entre elles. Tout d'abord, il faut se mobiliser pour rendre possible 3 opérations dès les prochains mois afin de pouvoir faire démarrer les constructions dès l'an prochain. Je pense bien sûr au terrain du Grand Ida, à celui de l'Esplanade des Pêcheurs et au projet de restructuration du centre commercial de Fontvieille. Nous le savons tous, le rythme de construction de logements domaniaux doit impérativement évoluer. Il est temps de changer de braquet pour résorber la pénurie, puis proposer à chaque famille monégasque dont la situation le justifie, dans son pays, un logement correspondant à ses besoins, et ce, dans un délai raisonnable. Bien sûr, nous pouvons avoir avec le gouvernement une différence d'approche sur ce sujet. Pour nous, c'est non seulement nécessaire sur le plan humain, étant donné les caractéristiques de notre pays, mais c'est aussi un investissement socialement responsable pour l'avenir. Certains pourront n'y voir qu'une dépense, là où nous voyons un investissement utile pour tous. Rappelons d'ailleurs qu'au budget 2018, les locations d'appartements et de commerces domaniaux rapportent déjà plus de 70 millions d'euros. Par ailleurs, nous demanderons au gouvernement de négocier, en contrepartie des surdensifications accordées aux promoteurs privés, tant que la pénurie ne sera pas résorbée, non plus des soultes financières, mais des appartements qui bénéficieront aux Monégasques dans tous les quartiers de leur pays. Là encore, c'est une approche de type investissement qui va au-delà d'une approche strictement comptable. Je n'oublie pas non plus notre proposition de mettre en place une aide nationale à la mobilité dans le parc domanial qui permettra une occupation plus rationnelle des appartements. Ainsi, sur la base du volontariat, je le rappelle, des personnes seules ou des couples sans enfants occupant de grands appartements pourraient bénéficier d'un logement plus moderne, avec une pièce en plus que leurs besoins normaux et sans changement de loyer. C'est vrai, cette mesure devra faire appel à un traitement personnalisé, et cela ne pourra fonctionner qu'en prenant réellement en compte les souhaits des compatriotes concernés. Enfin, j'ai déjà eu l'occasion de le dire par le passé,
Je considère que Monaco doit demeurer un vrai pays, avec une population stable, d'enfants du pays, aux côtés des Monégasques, partageant avec eux une identité, une culture, un attachement à la principauté et donc une véritable communauté de destin. Or, la pénurie de logements domaniaux qui pousse les Monégasques à se loger dans un secteur protégé, de plus lui-même en voie de disparition, rend dramatique la situation de nombreuses familles du pays. Ils n'ont souvent d'autre choix que de vivre dans des conditions indignes ou de partir. Pour la sauvegarde du secteur protégé, nous allons déposer une proposition de loi qui obligera les promoteurs privés à reconstruire autant de surfaces et de nombre d'appartements sous loi que ceux qui auront été détruits. L'accueil de résidents étrangers fortunés contribue à la vivacité économique de notre pays et fait partie intégrante de notre modèle. C'est aussi un enrichissement culturel pour nous tous que je veux souligner. Mais notre pays ne doit pas devenir un resort pour une population de passage au détriment de celles et de ceux avec qui nous avons grandi. La deuxième problématique que nous devrons gérer ensemble demain, c'est la sauvegarde du régime de retraite des fonctionnaires. Nous l'avons dit, pour notre majorité, la retraite des fonctionnaires qui ont consacré leur vie professionnelle au service de notre pays doit être maintenue au niveau actuel et le déficit programmé du régime doit être anticipé et compensé par la création d'un fonds de retraite des fonctionnaires. Le montant de ce fonds devra être déterminé après une étude d'actuaire et alimenté au départ par une partie du fonds de réserve constitutionnel. Je rappelle en outre qu'aucun changement ne pourrait intervenir dans le mode de calcul en dehors des 3 classes attribuées lors du départ à la retraite, sans passer par le vote d'une loi par le Conseil national. Dans la même logique, et face à l'allongement de la durée de vie et à la progression de la dépendance induite par le grand âge, il est responsable d'envisager de créer de manière concrète et identifiée un fonds pour la dépendance. Là encore, ce fonds pourra financer à l'avenir le coût de la prestation autonomie qui permet de faire face aux dépenses de maintien à domicile ou de prise en charge en maison de retraite. Nous le devons à nos aînés, pour qui nous devrons aussi préparer la construction d'un nouvel établissement spécialisé, par exemple sur les terrains de la Nonciade 2. De même, pour avoir traité ces sujets lors de mon passage au gouvernement, je sais qu'il est indispensable de continuer à soutenir l'excellence de notre système de santé, et en particulier l'excellence des soins du CHPG, alors que le vaste chantier de reconstruction est en cours. Nous y veillerons en votant tous les budgets nécessaires au maintien de ce niveau de performance. Autre sujet d'importance, le rôle de l'État actionnaire dans les sociétés à monopole concédé, comme la Société des Bains de Mer ou encore Monaco Télécom, pour ne citer que ces 2 cas. Le Conseil national sera à sa place vigilant et dans son rôle pour que le gouvernement veille à ce que la stratégie de ces entreprises soit conforme à l'intérêt général de la principauté et à celui des Monégasques. J'entends déjà le mot « ingérence » se caler sur les lèvres de certains. Je voudrais leur dire que c'est le rôle de tout actionnaire, qui plus est pour une société bénéficiant d'un monopole d'État concédé, que de s'intéresser à la stratégie de l'entreprise, surtout lorsque celle-ci peut avoir des conséquences sociales sur un certain nombre de familles de compatriotes, c'est le cas pour la SBM, ou impacter la qualité de vie des résidents et des consommateurs, c'est le cas pour Monaco Télécom. Pour la SBM, nous demanderons dans le cadre de la commission mixte tripartite gouvernement-Conseil national SBM à ce que les jeux soient remis au cœur de la stratégie, à ce qu'un plan marketing enfin digne de ce nom soit mis en place avec les moyens humains et financiers nécessaires et à ce que la priorité nationale soit à nouveau respectée. Pour Monaco Télécom, dont la communication publique récente confine à la provocation, il est évident que l'État ne peut se passer aujourd'hui d'ouvrir le débat du monopole qui, partout où il a été remis en question dans le monde, a fait progresser la qualité de service et des tarifs. Nous y reviendrons, là encore, en commission des concessions, ainsi que dans le cadre d'une nouvelle commission spéciale dont je vais vous proposer la création dans un moment. Ce Conseil national, le doyen en a parlé, est sans doute le plus jeune de l'histoire, d'ici et d'ailleurs, si on prend en compte le nombre d'élus de moins de 32 ans. C'est une chance, c'est une force, et c'est même pour moi une fierté. Oui, ce soir, j'éprouve ce sentiment de fierté de pouvoir assurer ce devoir de transmission
comme a pu le faire en son temps le président Jean-Charles Rey avec le jeune élu que j'ai été. Vous le savez, il a été un grand président du Conseil national et un véritable modèle pour moi. L'autre grand président que je n'ai pas eu la chance de connaître et dont j'ai lu beaucoup d'écrits et su apprécier toute sa dimension politique, c'est bien sûr Louis Aurélia. Ce grand juriste avait une lecture des institutions déjà très moderne et avait compris très tôt les bienfaits de l'unité inaltérable entre le prince et la communauté nationale. Je voudrais que nous tous élus dans cette enceinte, nous ayons pour eux ce soir une pensée reconnaissante. Ce devoir de transmission générationnelle m'amène à rappeler nos propositions pour la jeunesse de notre pays. Notre responsabilité en tant qu'élus, c'est de contribuer à la préparation de l'avenir de nos jeunes. Pour y parvenir, nous demanderons par exemple d'augmenter de 50% l'enveloppe budgétaire consacrée aux bourses d'études. Il n'y a là rien de démagogique, bien au contraire. Nous parlons d'une somme d'environ 1 million d'euros supplémentaires, ramenée à un budget de plus de 1,2 milliard d'euros. Rappelons aussi que le montant journalier moyen d'une bourse d'études est actuellement de 13 euros par jour. C'est insuffisant, nous le savons tous, et Monaco doit faire encore mieux pour ses étudiants. Bien sûr, il faut également développer notre politique d'animation pour les jeunes à travers plusieurs propositions concrètes dont la Commission de l'éducation et de la jeunesse sera en charge. Dès 1992, aux côtés du docteur Michel-Yves Mouroux, dont je veux saluer la présence parmi nous ce soir, et pour qui cette dimension de transmission générationnelle prend également ce soir tout son sens, j'œuvrais déjà à ses côtés, donc en 1992, pour faire avancer les droits des femmes monégasques dans la transmission de la nationalité à leurs enfants. En 2003, l'une de mes premières décisions fut la création d'une commission spéciale dédiée aux droits des femmes et de la famille. Quelques années plus tard, la loi sur l'interruption médicale de grossesse était votée et les femmes obtenaient l'égalité dans la transmission de la nationalité par le mariage. Bien sûr, beaucoup reste à faire. Et cette commission, que nous renouvellerons tout à l'heure, œuvrera pour renforcer la lutte contre les violences faites aux femmes, contre le harcèlement sexuel, pour l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, et pour mettre fin aux inégalités subies par certaines femmes concernant le statut de chef de foyer. Enfin, je ne me déroberai pas face aux responsabilités qui sont les miennes concernant le débat sur la dépénalisation de l'interruption volontaire de grossesse. Ainsi, et comme je m'y suis engagé durant la campagne électorale, je demanderai à la présidente de la Commission des droits des femmes et de la famille d'étudier la proposition de loi déposée à ce sujet par un élu de la mandature précédente en octobre 2017. Le Conseil national étudiera ainsi ce texte de manière dépassionnée et hors du contexte électoral. Plus largement, je souhaite que notre Assemblée puisse être le lieu du débat, de la réflexion sur tous les sujets qui comptent pour la vie de nos compatriotes et de la population de la Principauté. Après ces problématiques importantes, je voudrais vous proposer de mettre en phase le travail de notre institution avec le monde qui nous entoure. En effet, notre Assemblée devra faire preuve de pragmatisme pour s'attaquer aux grands défis de demain. S'il est un sujet unanimement ressenti et relayé à raison par les 3 listes lors de la récente campagne électorale, c'est bien la dégradation de la qualité de vie. Ce sujet essentiel devrait être pris à bras-le-corps par la Commission de l'environnement et de la qualité de vie. Oui, chers collègues, je vous proposerai dans quelques instants de bien vouloir non seulement renouveler bien sûr cette commission, mais aussi d'en adopter cette nouvelle dénomination. Vous en aurez bien entendu saisi toute la nuance, Commission de l'environnement et de la qualité de vie. Pour nous adapter toujours davantage aux défis de notre temps, je vous proposerai également la création d'une nouvelle commission spéciale. Il s'agira de traiter de façon optimale l'augmentation programmée des textes relatifs au développement du numérique, de concentrer dans la même commission les enjeux de la Smart City, l'avenir des blockchains, la sécurité numérique et les développements digitaux, ou encore les services de notre opérateur Monaco Télécom. Ces sujets sont de plus en plus à la base de très nombreuses politiques publiques. Le Conseil national doit innover lui aussi
et montrer sa capacité à accompagner le progrès. Cette commission sera intitulée « Commission pour le développement du numérique ». Ces dernières années, le rôle du Conseil national par rapport à l'utilisation du Fonds de réserve constitutionnel, le FRC, a été à plusieurs reprises mis à mal. La commission de placement des fonds a parfois été contournée. La place du FRC dans l'approche des finances publiques a souvent donné lieu à débat. De même, la façon dont le budget est présenté peut sans aucun doute, et le gouvernement d'ailleurs l'a dit dans les débats budgétaires récents, peut faire l'objet, cette présentation, d'améliorations importantes. Ainsi, afin de travailler sur ces questions essentielles, et en complément de la Commission des finances et de l'économie nationale, je vous proposerai la création d'une nouvelle commission spéciale intitulée « Commission pour le suivi du Fonds de réserve constitutionnel et la modernisation des comptes publics ». Le défi majeur du mandat qui s'ouvre, c'est bien sûr la question du suivi de la négociation d'un éventuel traité avec l'Union européenne. Par leur vote, les Monégasques ont exprimé sur ce thème leur inquiétude légitime. Le gouvernement doit informer de façon transparente et régulière le Conseil national au sujet des évolutions de cette négociation. Je rappelle que la ratification d'un éventuel traité devra être soumise au vote du Conseil national. Sur ce sujet d'ampleur, je vous propose, chers collègues, de créer, pour montrer toute l'attention que notre Assemblée portera aux évolutions de ce dossier sensible, une commission spéciale en charge du suivi de la négociation avec l'Union européenne, qui fonctionnera elle aussi en totale complémentarité avec, cette fois-ci, la Commission des relations extérieures, bien sûr. Loin de l'image du repli sur soi que certains voudraient nous donner, il s'agit simplement de faire jouer au Conseil national tout son rôle pour l'intérêt général et la préservation de ce qui fait la réussite de notre modèle économique et social. Il faut, pour bien comprendre notre position, rappeler deux éléments importants. Tout d'abord, j'ai pleinement soutenu la volonté du prince Régnier III de faire adhérer Monaco au Conseil de l'Europe. Et ce fut chose faite sous ma présidence du Conseil national dès le mois d'avril 2004. On ne peut donc pas me taxer d'être un anti-européen. Mais voilà, il ne nous a pas échappé ensuite que le Conseil de l'Europe, ce n'est pas l'Union européenne. Le Conseil de l'Europe fait avancer les droits de l'homme et les droits sociétaux et sociaux. L'Union européenne est une construction économique avec des règlements, des circulaires, des normes, des directives qui prennent de plus en plus le pas sur les législations nationales. Dans le cadre de la négociation en cours pour un éventuel traité d'association avec l'UE, le prince a demandé au gouvernement de définir des lignes rouges qui ne doivent pas être franchies. Il faudra, au fur et à mesure des discussions, que le gouvernement nous les présente de façon précise et concrète et que nous soyons d'accord dans le cadre de la politique du pas vers l'autre. Tant mieux si nous pouvons obtenir la sécurité juridique d'exporter nos produits et services dans les quelques secteurs où elle n'est pas totalement assurée aujourd'hui. Tant mieux, évidemment, si nos étudiants peuvent bénéficier de droits d'inscription réduits dans les universités européennes et si les Monégasques peuvent bénéficier d'un droit au travail systématique en Europe. Mais nous sommes lucides. Aujourd'hui, sans traité, notre modèle économique et social est une réussite à nul autre pareil. Et il y a des divergences profondes entre les modèles économiques et sociaux européens et monégasques. S'il est naturel d'ouvrir tous les débats dans cette enceinte, ce sera aussi le cas pour le débat autour du mode de scrutin. Dans un certain microcosme politico-médiatique, ce sujet revient de façon récurrente. Je constate que les deux derniers scrutins ont permis à la fois de dégager une majorité nette, indispensable au bon fonctionnement de l'Assemblée, et aux listes minoritaires d'avoir des représentants au Conseil national. L'efficacité nécessaire et le pluralisme, auquel je suis très attaché, sont donc garantis. Pour autant, le débat est légitime et je m'engage à ce qu'il ait lieu durant ce mandat, dès les premières années, on n'attendra pas la fin de la mandature. Il me semble que ce débat pourra avoir lieu en commission de législation. Je vous proposerai donc tout à l'heure la suppression de la commission spéciale afférente. On reproche souvent au Conseil national de se cantonner à une vision sociale
est uniquement dirigée vers les monégasques. C'est faux. J'ai déjà parlé des enfants du pays. Je pourrais également le faire pour tous les résidents et pour tous les salariés qui viennent travailler en principauté, car les lois que nous examinerons peuvent et parfois et souvent les concernent. Le Conseil national travaillera pour tous. La loi s'applique à tous. Et nous travaillons donc ici non seulement pour les monégasques, mais bien pour le pays tout entier. Je souhaite que notre Assemblée participe aussi activement à la réflexion pour le développement économique de la principauté, pour créer et générer de nouvelles recettes aussi pour le budget. En 2009, j'avais créé un groupe de réflexion appelé Monaco 2029, dont le livre blanc a inspiré un certain nombre de mesures, telles que le télétravail, l'Institut monégasque de la statistique et des études économiques mis en œuvre depuis, ou par exemple la création du Conseil supérieur pour l'attractivité. Ainsi, je renouvellerai cette démarche par la création d'un nouveau think tank au Conseil national qui s'intitulera donc logiquement Monaco 2038, suivant la même logique prospective pour les 20 prochaines années. La réflexion sur l'avenir et l'ouverture sur le monde, c'est aussi une assemblée qui est fière de l'action du prince souverain à l'international et de son leadership en matière de lutte contre le réchauffement climatique, pour la sauvegarde des océans et pour la solidarité dans le cadre de la coopération mondiale. À notre place, et notamment par le vote de tous les budgets nécessaires, nous soutiendrons avec détermination cette politique d'ouverture sur le monde. Pour conclure, je voudrais vous dire une nouvelle fois ma fierté de pouvoir me consacrer totalement à cette fonction, grâce au suffrage des monégasques et grâce à vous, chers collègues, grâce à votre vote ce soir. Je souhaite et j'œuvrerai pour une mandature fondée sur le respect, sur l'apaisement, l'unité et le travail avec le gouvernement pour le bien des monégasques, de tous les résidents, dans l'intérêt de notre pays tout entier. Vive le prince et vive Monaco! Voilà, Grégoire, un discours fort, un discours intéressant, avec plusieurs pistes qui dépassent pour certaines d'ailleurs le programme et qui donnent déjà de la prospective à cette mandature. Nombreux engagements du président sur les actions qui souhaitent récemment. Je pense qu'on vous a difficilement entendu. Ah, pardon. Merci beaucoup. Merci, chers amis. Monsieur le ministre, avant que nous procédions selon le règlement intérieur à l'élection de notre vice-président, souhaitez-vous dire quelques mots et vous exprimer également? Bien sûr, en espérant être applaudi autant que vous, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers nationaux, Mesdames et Messieurs, je tiens tout d'abord à vous adresser, en mon nom et au nom du gouvernement, mes félicitations chaleureuses pour l'élection qui vient de vous porter au Conseil national. Je veux également féliciter l'ensemble des conseillers nationaux élus par les Monégasques le 11 février dernier. Cette élection a marqué l'attachement des Monégasques aux institutions et leur implication dans la vie publique de la principauté. Elle a également dégagé une forte majorité au sein de ce Conseil national. Je ne doute pas que cette majorité nous permette de poursuivre dans la collaboration et la sérénité le travail conduit depuis des années entre le gouvernement et le Conseil national. Fondé sur la confiance et la concertation, ce travail a permis de voter pas moins de 36 lois depuis 2016, soit autant que lors des 4 années précédentes. Pour parvenir à ce résultat, nous avons adopté une méthode placée sous le signe de l'information, de l'écoute et du dialogue. Je souhaite que cette méthode perdure avec vous. Elle est en effet fidèle à l'intérêt supérieur de la principauté, elle est fidèle à nos institutions et elle est surtout fidèle à la volonté de son Altesse Sérénissime, le prince Albert II.
Cette volonté souveraine trace en effet la ligne de l'action du gouvernement. Elle a été exprimée dans la feuille de route qui m'a été remise par le souverain et qui énonçait nos priorités. Je les rappelle, le renforcement du modèle monégasque au service de tous, le développement de l'attractivité de la principauté, de son rayonnement et de sa capacité d'accueillir des résidents étrangers, enfin la conduite de projets structurants, parmi lesquels la transition énergétique et la négociation d'un accord d'association avec l'Union européenne. Cette feuille de route constitue le programme politique de la principauté. Je veux vous rappeler à cet égard les mots de Son Altesse Sérénissime le Prince souverain, prononcés ici même le 23 juin 2006, et je cite, « La collaboration harmonieuse entre les pouvoirs suppose aussi une claire délimitation entre la fonction législative et l'action gouvernementale. Le gouvernement, sous mon autorité, disait le prince à cette occasion, et sur la base des orientations que je définis, a en effet seul la charge de l'administration du pays. » Fin de citation. C'est dans cet esprit que nous travaillons et que nous continuerons de travailler avec vous. Cet esprit, c'est celui de nos institutions qui prévoit, vous le savez, vous l'avez rappelé, dans le domaine législatif, l'accord des volontés du prince et du Conseil national. Le gouvernement est donc heureux de pouvoir compter sur vous, sur le Conseil national, dans ses fonctions essentielles, celle d'assemblée législative qui vote les lois, dont la loi de budget, et celle, importante aussi, de conseil, affirmée dans son nom même de Conseil national. Les propositions que vous formulerez à ce titre seront toujours examinées avec intérêt. Vous trouverez auprès de moi-même et de l'ensemble du gouvernement une attention de tous les instants. De notre côté, nous continuerons à tenir le Conseil national régulièrement informé des avancées réalisées dans les grands dossiers stratégiques qui relèvent du domaine exécutif. Et nous continuerons aussi à nous concerter pour doter la principauté d'une législation toujours plus moderne et toujours adaptée à nos spécificités. Par cette ouverture mutuelle, par cette bonne volonté partagée, par cette attention au respect des prérogatives et des fonctions de chacun, nous ferons vivre l'équilibre subtil de nos institutions. Je veux vous rappeler à ce titre les mots très justes d'un président du Conseil national. Je cite, « Pour que cet équilibre fonctionne, il faut que chacun soit dans son rôle. Cela signifie que certaines velléités qui ont pu s'exprimer ça et là, d'imposer par l'affrontement au gouvernement princier le programme du Conseil national, n'ont évidemment pas lieu d'être dans notre système institutionnel. » Fin de citation. Je la trouve excellente, je vous la répète. Cela signifie que certaines velléités qui ont pu s'exprimer ça et là, d'imposer par l'affrontement au gouvernement princier le programme du Conseil national, n'ont évidemment pas lieu d'être dans notre système institutionnel. Fin de citation. Ces mots, vous les avez reconnus, c'est vous-même qui les avez prononcés, Monsieur le Président, au cours de cette même séance du 23 juin 2006, lorsque vous occupiez déjà ces hautes fonctions il y a 12 ans. Je ne peux que saluer très sincèrement votre sagesse et saluer aussi le fait qu'elle puisse inspirer le travail de la mandature qui s'ouvre aujourd'hui. Je tiens maintenant à revenir sur certaines inquiétudes qui ont été exprimées au cours de la campagne électorale. Ces inquiétudes portaient essentiellement sur deux points que vous avez repris, qui en réalité convergent. Il s'agissait de la question centrale du logement et il s'agissait de la question tout aussi essentielle pour notre avenir des négociations pour un accord d'association avec l'Union européenne.
Ces deux points convergent, disais-je, car tous deux posent la question plus vaste de l'avenir du modèle monégasque auquel nous sommes tous attachés. C'est pourquoi je voudrais m'y arrêter un instant pour apaiser certaines craintes que j'ai pu entendre. Je souhaite simplement me contenter des faits. Le logement des Monégasques, je le réaffirme, constitue une priorité absolue du gouvernement. Il importe de disposer de données fiables pour analyser la situation telle qu'elle est. Les besoins en la matière ont été bien identifiés par le gouvernement depuis des années déjà dans le cadre des programmes de construction qui viennent de s'achever et dans ceux qui sont en cours. Pour mémoire, 180 logements attribuables sont ainsi disponibles en ce début d'année 2018 avec les opérations L'Angelin et Upavayoun, ainsi qu'au travers des restitutions. Avec ces restitutions et l'opération Soleil du Midi, 125 devraient être attribuables l'année prochaine, 54 de plus en 2020, en attendant les 228 supplémentaires en 2021 qui résulteront en grande partie de la livraison de Testimonio 2. Il n'en demeure pas moins, et nous en sommes tout à fait conscients, qu'il existe un certain nombre de foyers qui occupent des appartements non adaptés à leurs besoins, ce dont nous ne pouvons pas nous satisfaire. Parler de pénurie, cependant, me paraît quelque peu excessif, mais ce sujet constituera, j'en suis certain, la priorité de nos échanges à venir. Dans ce domaine, il nous faut voir au-delà des prochaines années et nous projeter sur les besoins à l'horizon 2030 sur les bases de l'étude démographique de l'INSEE. C'est en effet dès maintenant que le gouvernement souhaite préparer l'avenir et perpétuer son action en faveur du logement des Monégasques. Je voudrais rappeler aussi les principes qui nous guident dans les négociations avec l'Union européenne. La transparence dont nous faisons preuve, mois après mois, en informant les Monégasques et le Conseil national, et les lignes rouges énoncées par son Altesse Sérénissime le Prince souverain. Elles ne seront jamais franchies. Ces lignes rouges, je vous le rappelle, consistent à permettre aux Monégasques de continuer à vivre, travailler et se loger chez eux dans les mêmes conditions qu'aujourd'hui et à conserver les autorisations d'installation et de travail pour les étrangers. Comme l'a souvent répété son Altesse Sérénissime le Prince Albert II, et comme je l'ai dit moi-même à plusieurs reprises, et notamment à cette Assemblée, il n'y aura pas d'accord si ces conditions ne sont pas remplies. Croire l'inverse serait irresponsable, tout comme il serait irresponsable de ne pas souligner les grands avantages que nous pouvons attendre d'un bon accord avec l'Union européenne. Je n'ignore pas pour autant les inquiétudes qui souvent ont affleuré au cours des derniers mois, et je crois même au cours de ces dernières années. Je n'ignore pas le sentiment d'enfermement qui parfois s'exprime, la peur de ne plus pouvoir décider souverainement de son destin, la crainte de n'avoir plus sa place dans son propre pays, les doutes face à la mondialisation. Mais les Monégasques ont droit à la vérité. Et la vérité, ce n'est pas le catastrophisme, ce n'est pas la peur, notamment pas la peur de l'avenir, pour lequel Monaco est bien armé. Ce n'est pas la méfiance vis-à-vis des étrangers, auxquels Monaco doit tant. Ce n'est pas non plus la fatalité d'un système qui serait fondé uniquement sur un confort acquis, dans un éternel statu quo, dont on ne sortirait que plus pauvre, plus faible, plus vulnérable. La vérité, c'est que Monaco va bien et que la principauté est forte. Elle est forte de son économie, portée par le talent conjugué des Monégasques et de tous les étrangers, qui depuis toujours viennent investir, travailler, vivre ici pour notre plus grand profit.
Elle est forte de son modèle social, fondé sur des infrastructures d'excellence, une gestion rigoureuse et des administrations talentueuses. Elle est forte de son rayonnement mondial, un rayonnement unique pour un État de cette dimension et qui doit autant à sa capacité d'accueil qu'à sa faculté de se projeter à la rencontre du monde. Elle est forte surtout de ses valeurs exprimées, portées, incarnées avec détermination par ses princes et par son Altesse Sérénissime, le prince Albert II. Ces valeurs, ce sont la responsabilité, la solidarité, l'ouverture, la tolérance et la confiance. Pour répondre aux inquiétudes des Monégasques, nous devons collectivement nous retrouver autour de ces valeurs, autour d'espoirs communs, autour d'un avenir fidèle à nos immenses potentialités. Les Monégasques ont le droit d'être inquiets, à nous tous, de les rassurer. Mais ils peuvent tout autant être fiers d'être Monégasques et être fiers de vivre en principauté. Notre responsabilité est d'être à la hauteur de cette fierté. Nous le ferons d'abord par notre exemple, par nos mots et surtout par notre action au sein de cette Assemblée. Nous le ferons aussi en nous retrouvant autour des grands projets qui éclaireront l'avenir, au service de l'intérêt supérieur de la principauté. Nous le ferons enfin en évitant de nous affronter dans des rapports de force artificiels et en nous gardant de nous diviser autour de vaines querelles. Je compte sur vous, comme vous pouvez compter sur le gouvernement, pour travailler sous la haute autorité de son Altesse Sérénissime le Prince Albert II, avec vous tous, majorité et opposition, au service des Monégasques et de la Principauté. Je vous remercie. L'ordre du jour va se prolonger. Après... Comme l'habitude, voilà. Quelques années que je l'ai perdu. Je vous remercie, Monsieur le ministre. Nous allons à présent donc passer au point suivant de notre ordre du jour et procéder à l'élection du vice-président du Conseil national, qui est élu, je vous le rappelle, dans les mêmes conditions que le président, c'est-à-dire au scrutin secret et à la majorité absolue des membres en exercice. Madame Brigitte Boccone-Pagès, acceptez-vous, comme je le souhaite, de poser votre candidature à la vice-présidence du Conseil national? Oui, Monsieur le Président, je suis candidate à la vice-présidence du Conseil national. Je vous remercie. Je vous remercie, Madame Boccone-Pagès. Y a-t-il d'autres candidatures? Il n'y a pas d'autres candidatures. Nous allons donc passer au vote. Et je remercie à nouveau Mademoiselle Marine Grisoul et Monsieur Pierre Bardi, nos benjamins, de bien vouloir donc venir dépouiller le scrutin assisté de Monsieur le secrétaire général. Le Conseil national est rentré dans sa vie parlementaire puisque déjà ce premier acte qui est l'élection du vice-président, on remarque j'allais dire une manière un peu inhabituelle dans la mesure où le président a désigné directement son choix pour la vice-présidence. C'est donc Brigitte Boccone-Pagès. En effet, déjà, cette mandature déjà réserve deux surprises. Donc en effet, le président a souhaité inviter de par lui-même la vice-présidente, Madame Brigitte, enfin future vice-présidente, à se présenter. Et j'aimerais aussi souligner que c'est une première vice-présidente, puisque jusqu'à présent il n'y avait que des hommes, donc nous avons une première. Le bureau va être composé à parité. Je pense que c'était un vœu fort du président, même s'il ne l'a pas exprimé clairement. Je pense que le message est passé. Brigitte Boccone-Pagès a 58 ans, c'est une ancienne
enseignante retraitée qui connaît l'Assemblée, qui l'a connue dans l'ancien bâtiment, qui a été conseiller national entre 2003 et 2013. Elle occupait le poste de présidente de la commission de l'éducation et de la jeunesse. Donc le vote... Sous la présidence même absolument, de Stéphane Valéry. De Stéphane Valéry. Le président lui-même, Stéphane Valéry, met son bulletin de vote dans l'urne. Le dépouillement, maintenant, vous le connaissez. Il va s'établir aux yeux de tous avec l'aide autour de Philippe Mouly, secrétaire général du Conseil national, avec l'aide des deux Benjamins, secrétaires de séance, Marine Grisoul et Pierre Bardy. Rappelons que la suite de ce programme, puisque la séance n'est pas terminée, la suite du programme, c'est de s'occuper de ces fameuses commissions qui sont... Oui, comme le président l'a rappelé, les élus vont se prononcer pour le prolongement des commissions spéciales, mais nous avons déjà pu entendre de la bouche même du président que celui-ci va proposer la suppression d'une commission et surtout la création de nouvelles commissions. Donc c'est vrai que c'est aussi un acte qui n'est pas courant dans la vie institutionnelle. Donc la création d'une commission sur le suivi de la négociation avec l'Union européenne et la création d'une commission pour le développement du numérique. Et également une petite modification d'intitulé sur la commission environnement, désormais suivie du terme qualité de vie. Qualité de vie qui était un axe important de cette campagne et du programme précisément de Primo Priorité Monaco. Le résultat va être proclamé sur la vice-présidence de la bouche du nouveau président du Conseil national. Voilà donc les résultats. Monsieur Ritt a quitté l'assistance, la séance, c'est pourquoi il y a 23, donc 23 votants. La majorité absolue est toujours à 13. Vote exprimé en faveur de Madame Brigitte Boccon-Pagès, 22. Bulletin blanc, 1. Madame Brigitte Boccon-Pagès est élue vice-présidente du Conseil national. Toutes mes félicitations, Madame la vice-présidente. Vous avez bien sûr la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, Madame, Messieurs les conseillers de gouvernement ministres, Mesdames, Messieurs, chers amis, je souhaite tout d'abord partager avec vous l'honneur et l'émotion qui sont les miens au moment où je prends la parole pour la première fois devant vous au sein de cet hémicycle. Je voudrais remercier tous les conseillers nationaux et plus particulièrement le président du Conseil national, Stéphane Valéry, pour ma nomination en qualité de vice-présidente. C'est une immense émotion et une grande joie pour la femme engagée que je suis d'être la première femme à ce niveau de responsabilité. Monsieur le Président, je tiens à vous féliciter pour votre élection. Vous êtes un grand homme et vous avez été et vous serez un grand président du Conseil national. Honneur et loyauté seront mes maîtres mots pour vous assister tout au long de cette mandature au sein de la Haute Assemblée. Ce soir, j'ai une pensée, moi aussi, pour Jean-Charles Rey, car souvent, vous le citez comme étant votre modèle. Il en est de même pour moi. Lorsque j'évoque notre parcours durant 2 mandats, vous êtes mon modèle. Vous m'avez accompagné par vos conseils avisés et vos encouragements. Vous m'avez constamment soutenu. Je vous en sais gré ce soir. Cher Président, chers collègues, cette élection, je veux la dédier à mon mari et mes enfants qui ont toujours su me donner le courage et la volonté de poursuivre mon idéal, rendre Monaco au Monégasque. Je serai soyez-en convaincus, l'élu de tous les Monégasques, et je n'aurai de cesse que d'être digne de cette responsabilité importante. Je serai guidée dans ma tâche par le sens de la défense des Monégasques et le respect de la priorité nationale. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour réussir ma mission, notre mission. Et je sais que je peux compter
sur l'ensemble de mes collègues de la majorité. Nous devons donc rester toujours solidaires et mobilisés afin que notre démarche soit un succès. Chers Monégasques, chers amis, une nouvelle page est en train de s'écrire pour la Haute Assemblée. Les enjeux qui sont devant nous méritent toute notre attention et toute notre mobilisation pour servir au quotidien les intérêts de Monaco et des Monégasques, pour reprendre le chemin du dynamisme, pour retrouver un nouveau souffle, pour gérer avec efficacité le Conseil national d'aujourd'hui et pour imaginer ensemble le Monaco à venir. L'heure est désormais au rassemblement, à l'action, à l'efficacité et à la réussite. N'oublions jamais que nous avons été élus pour servir et nous serons dignes de la confiance qu'ont placée en nous les Monégasques. Je vous remercie, Monsieur le Président. Un discours très ému et très engagé de la part de Brigitte Boccon-Pagès, qui une nouvelle fois nous fait part de ses engagements aux côtés de Stéphane Valéry, mais ce qui a été particulièrement ressenti durant la campagne sur la priorité nationale et sur tout ce qui touche à l'engagement des Monégasques. Madame la Présidente, c'est moi qui vous remercie pour vos mots chaleureux qui me touchent. Je vous renouvelle toutes mes félicitations. C'est vrai que nous avons parcouru depuis 2003 beaucoup de chemins ensemble. Et je sais dans votre bouche, lorsque vous prononcez le mot loyauté, qu'il résonne avec toute la sincérité, toute la vérité que nous vous connaissons. Je suis heureux et fier de vous avoir à mes côtés en tant que première femme vice-présidente du Conseil national. Je sais que, pour ce qui me concerne, tout comme moi, votre porte, pour ce qui vous concerne, votre porte sera toujours ouverte pour tous les élus qui le souhaitent et que vous assumerez la charge qui est désormais la vôtre avec toute l'implication et la détermination que l'on vous connaît, quand on vous connaît bien comme moi, depuis de nombreuses années. Bravo encore, ma chère Brigitte. Conformément à l'article 1 de notre règlement intérieur, je vous rappelle que le bureau du Conseil national est assisté d'un organe d'assistance composé du président de la Commission des finances et de l'économie nationale ès-qualité et d'un représentant de la minorité désigné par elle. À ce titre, je vous informe que le secrétariat général a été rendu destinataire le 20 février dernier d'un courrier de l'ensemble de la minorité désignant M. Jacques Ritt comme son représentant au sein de cet organe d'assistance. L'ordre du jour appelle à présent la désignation des secrétaires, comme visé à l'article 2 du règlement intérieur. Ce sont traditionnellement les deux benjamins qui sont désignés secrétaires. D'ailleurs, on les a déjà fait travailler ce soir, avant de les élire. Donc, je vous propose que nous soyons fidèles à cette heureuse tradition. Et je vais donc demander à mademoiselle Marine Grisoul et à monsieur Pierre Bardy s'ils acceptent d'être candidats à la fonction de secrétaire. Avec plaisir. Oui. Merci beaucoup. Donc, pour des raisons d'efficacité et de rapidité, si tout le monde en est d'accord, mais vous pouvez bien sûr, selon le règlement intérieur, demander le vote à bulletin secret. Si un seul le demande, nous l'appliquerons. Sinon, donc, si personne ne le demande, je suggère que nous procédions par des votes à main levée pour l'élection des secrétaires. Pas d'objection. Donc, je vais mettre aux voix l'élection de mademoiselle Marine Grisoul et de monsieur Pierre Bardy au poste de secrétaire du bureau du Conseil national. Y a-t-il des avis contraires? Pas d'avis contraires. Y a-t-il des abstentions? Pas d'abstention. Vous êtes donc, mademoiselle Marine Grisoul et monsieur Pierre Bardy, élus secrétaires du Conseil national. Félicitations. L'ordre du jour appelle à présent, conformément aux articles 25 et 27 du règlement intérieur de notre Assemblée, la désignation des membres des commissions permanentes du Conseil national. En vertu de l'article 26 de ce texte, chaque commission doit comporter au moins 5 membres et en vertu de l'article 28, chaque conseiller national doit au moins faire partie de l'une des 4 commissions permanentes. Je précise que chacun des élus a bien évidemment le droit d'assister sans voix délibérative aux réunions des commissions dont il n'est pas membre. Avant de donner la parole à monsieur le secrétaire général,
Donc, je vous informe que M. Jacques Ritt, qui a dû quitter la séance, a fait savoir au secrétariat général qu'il souhaitait être membre de toutes les commissions permanentes et spéciales. Donc, merci de l'inscrire à toutes les commissions. Monsieur le secrétaire général, veuillez, s'il vous plaît, donner lecture des candidatures enregistrées pour la commission des finances et de l'économie nationale. Commission des finances et de l'économie nationale. Karen Aleprandi de Carvalho, Nathalie Amorati-Blanc, José Badia, Pierre Bardi, Corinne Bertani, Brigitte Bocon-Bagès, Daniel Boéry, Thomas Brézot, Michel Dittelot, Jean-Charles Emmerich, Béatrice Fresco-Rolfo, Marie-Noëlle Gibelli, Jean-Louis Grinda, Marine Grisoul, Franck Julien, Franck Lebono, Marc Moreau, Fabrice Notari, Jacques Ritt, Christophe Robineau, Guillaume Rose, Balthazar Sédou, Stéphane Valéry, Pierre Van Claveren. Donc je constate que c'est l'ensemble du Conseil national. C'est ça, Monsieur le Président. D'ailleurs, on va le voir au fil des commissions. On a une équipe élue qui a envie de beaucoup travailler, car vous vous êtes quasiment inscrits tous à toutes les commissions. D'ailleurs, je vous propose, Monsieur le secrétaire général, si à partir de maintenant, les 24 conseillers se sont inscrits, de nous dire peut-être l'ensemble des conseillers. Ça fera gagner du temps pour la lecture. Alors, je mets quand même aux voix, parce qu'il peut toujours y avoir des changements sur le siège. Vous avez le droit de changer d'avis tant qu'on n'a pas voté. Est-ce qu'il y a donc des changements dans la composition de la Commission des finances et de l'économie nationale? Non, s'il n'y en a pas sur le siège, je mets donc aux voix cette commission à main levée. Pas d'avis contraire, pas d'abstention. La composition de la Commission des finances et de l'économie nationale est donc ainsi adoptée. Nous passons à la commission permanente suivante. Merci de nous faire part, Monsieur le secrétaire général, des candidatures pour la commission des intérêts sociaux et des affaires diverses. Commission des intérêts sociaux et des affaires diverses. Karen Aleprandi de Carvalho, Nathalie Amorati-Blanc, José Badia, Pierre Bardi, Corinne Bertani, Brigitte Bocon-Pagès, Daniel Boéry, Thomas Brézot, Jean-Charles Emmerich, Béatrice Fresco-Rolfo, Marie-Noëlle Gibelli, Jean-Louis Grinda, Marine Grisoul, Franck Julien, Franck Lebono, Marc Moreau, Fabrice Notari, Jacques Ritt, Christophe Robineau, Guillaume Rose, Balthazar Sédou, Stéphane Valéry, Pierre Van Claveren. Et je crois que c'est l'ensemble du Conseil national. Non, il y a. Non, autant pour moi. Il y en a que 23. Eh bien, écoutez, excusez-moi, j'avais cru 24. Donc, 23 membres. Est-ce qu'il y a des changements sur le siège? Pas de changement. Je mets donc aux voix la composition de la Commission des intérêts sociaux et des affaires diverses. Pas d'avis contraire, pas d'abstention. Elle est adoptée. Commission suivante, s'il vous plaît, Monsieur le secrétaire général. Commission de législation. Karen Aleprandi de Carvalho, Nathalie Amorati-Blanc, José Badia, Pierre Bardi, Corinne Bertani, Brigitte Bocon-Bagès, Daniel Boéry, Thomas Brézot, Jean-Charles Emmerich, Béatrice Fresco-Rolfo, Marie-Noëlle Gibelli, Jean-Louis Grinda, Marine Grisoul, Franck Julien, Franck Lebono, Marc Moreau, Fabrice Notari, Jacques Ritt, Christophe Robineau, Guillaume Rose, Balthazar Sédou, Stéphane Valéry, Pierre Van Claveren. Je mets aux voix, s'il n'y a pas de changement sur le siège, il n'y en a pas, donc la composition de cette commission à main levée. Pas d'avis contraire, pas d'abstention. La commission de législation est ainsi adoptée. Nous arrivons à la dernière commission permanente, celle des relations extérieures. Monsieur le secrétaire général, merci de nous donner lecture des candidatures. Commission des relations extérieures, les 24 conseillers nationaux sont inscrits. Je mets donc aux voix cette composition de la commission des relations extérieures. Pas d'avis contraire, pas d'abstention. Elle est ainsi adoptée. Notre ordre du jour appelle à présent, conformément aux articles 25 et 27 du règlement intérieur, la reconduction des commissions spéciales et la désignation de leurs membres. Nous allons procéder à main levée, donc de la même manière que pour les commissions permanentes. S'il n'y a pas d'objection donc sur le principe du vote à main levée, je vous remercie. On va l'appliquer. Nous commençons par la première commission spéciale à avoir été créée. C'était en 1978. Il s'agit de la commission de l'éducation et de la jeunesse et elle a été créée plus particulièrement pour traiter des problématiques évidemment de la jeunesse liées à l'éducation, la santé, la prévention, la formation, l'insertion professionnelle et les sports. Donc tout d'abord, puisque nous sommes arrivés aux commissions spéciales, je mets aux voix le principe de la reconduction de cette commission spéciale. Y a-t-il des avis contraires pour la reconduire? Pas d'avis contraire, pas d'abstention. La commission de l'éducation et de la jeunesse est reconduite. Merci à présent, Monsieur le secrétaire général, d'énoncer les candidatures. Les 24 élus sont inscrits, Monsieur le Président. Je mets donc aux voix la composition de cette commission. Pas d'avis contraire, pas d'abstention. Elle est adoptée, ainsi constituée. Puis, alors, si on suit le fil de l'histoire,
en 1993, a été créée la commission du logement qui étudie toutes les questions relatives à la situation du logement domanial destiné aux Monégasques et à celle du secteur protégé qui accueille des locataires prioritaires, donc monégasques et enfants du pays. Je mets d'abord aux voix le principe de la reconduction de cette commission. Pas d'avis contraire, pas d'abstention, elle est reconduite. Merci à présent de nous donner lecture des candidatures, Monsieur le Secrétaire général. Commission du logement, Karen Aliprandi de Carvalho, Nathalie Moratti-Blanc, José Badia, Pierre Bardy, Corinne Bertani, Brigitte Bocon-Pagès, Daniel Boéry, Thomas Brézot, Jean-Charles Emmerich, Béatrice Fresco-Rolfo, Marie-Noël Gibelli, Jean-Louis Grinda, Marine Grisoul, Franck Julien, Franck Lebono, Marc Mourou, Fabrice Notari, Jacques Ritt, Christophe Robineau, Guillaume Rose, Balthazar Sédou, Stéphane Valéry et Pierre Van Claveren. Je mets aux voix, s'il n'y a pas de changement sur le siège, je ne crois pas, donc je mets aux voix la composition de cette commission. Pas d'avis contraire, pas d'abstention, elle est adoptée ainsi. Ensuite, en 2003, a été constituée la Commission des droits de la femme et de la famille dans le but de travailler de façon régulière sur les questions d'égalité femmes-hommes et de moderniser le droit de la famille. Je vous propose de mettre aux voix la reconduction de cette commission. Pas d'avis contraire, pas d'abstention, elle est reconduite. Et à présent, la lecture donc, des candidatures. Les 24 conseillers nationaux sont inscrits. Je mets aux voix la composition de cette commission des droits de la femme et de la famille. Pas d'avis contraire, pas d'abstention, elle est ainsi adoptée. Toujours en 2003, a également été créée la commission de la culture, devenue en 2008 commission de la culture et du patrimoine. La nouvelle majorité issue des urnes du 11 février tient à s'attacher, outre l'étude de tous les textes législatifs traitant de questions culturelles, à favoriser la valorisation du talent des artistes monégasques et à soutenir l'organisation de manifestations culturelles présentant un intérêt pour la principauté et favorisant le rayonnement de Monaco à l'international. Nous œuvrerons aussi avec détermination pour la défense du patrimoine. Je mets donc aux voix la reconduction de cette commission de la culture et du patrimoine. Pas d'avis contraire, pas d'abstention. Elle est reconduite. Et à présent, la lecture des candidatures. Monsieur le Secrétaire général. Il y a également l'ensemble des conseillers nationaux inscrits. Je mets aux voix cette composition. Pas d'avis contraire, pas d'abstention. Elle est adoptée. La commission de l'environnement et du cadre de vie, c'était sa dénomination, a été créée en 2008. Ces domaines d'intervention couvrent notamment la préservation de la qualité de vie, la lutte contre les nuisances de tout type ou encore l'amélioration des conditions de circulation sur le territoire monégasque et ses environs. Vaste sujet et complexe. Donc à ce titre, je vous ai dit dans mon discours tout à l'heure que je suggère de modifier l'appellation de cette commission qui deviendrait Commission environnement et qualité de vie. Je vais donc mettre aux voix la reconduction de cette commission sous la nouvelle appellation, je dis bien, Commission environnement et qualité de vie. Y a-t-il des avis contraires? Pas d'avis contraire, pas d'abstention. Cette commission est donc reconduite sous cette appellation. Merci à présent, Monsieur le Secrétaire général, de nous donner la composition, enfin les candidatures à cette commission. Les 24 conseillers nationaux sont inscrits, Monsieur le Président. Je mets donc aux voix la composition de cette commission. Pas d'avis contraire, pas d'abstention. Elle est ainsi adoptée. En 2013, a été créée la commission spéciale en charge de la modification de la loi électorale ainsi que de la loi sur l'organisation et le fonctionnement du Conseil national, consacrée à l'étude de toutes les questions juridiques relatives à ces sujets et donc à toutes les problématiques inhérentes à la loi électorale. Je vous l'ai dit dans mon discours tout à l'heure, je propose que cette commission spéciale ne soit pas reconduite. Non pas pour éviter le débat, d'ailleurs il n'a pas eu lieu alors que la commission existait. Mais par contre, parce que je pense qu'on a créé 3 commissions, donc je pense que c'est bien de traiter cette question qui peut tout à fait l'être dans le cadre de la commission de législation. Et je le redis volontiers, donc je m'engage à ce que ce thème soit abordé non pas la dernière année, mais dans les premières années de notre mandature, car il est jamais sain d'envisager de changer les règles d'un mode de scrutin, évidemment, trop proche de ce scrutin, dans un délai trop proche de ce scrutin. Donc, je vous propose de ne pas reconduire, en vertu de l'article 25 du règlement intérieur,
cette commission. Je vais donc mettre aux voix la non-reconduction. Alors là, je vais peut-être vous demander de voter. Donc, à main levée. Ceux qui sont pour la non-reconduction, donc la suppression de cette commission spéciale, levez la main, s'il vous plaît. Monsieur Grinda, Monsieur Julien, Monsieur Boéry, Monsieur Van Claveren, Madame Dittelot, Monsieur Notari, Madame Bertani, Monsieur Robineau, Monsieur Mourou, Madame Amorati-Blanc. Je vais peut-être vous dire clairement, donc tous les conseillers nationaux présents, sauf l'abstention de Madame Fresco. Monsieur Ritt, évidemment, ne participant pas au vote. Donc, à l'unanimité, moins une abstention, cette commission n'est pas reconduite. La majorité issue du scrutin du 11 février dernier souhaite proposer, en vertu de l'article 25 toujours du règlement intérieur, la création d'une nouvelle commission spéciale, je vous en ai parlé aussi, je l'ai motivé tout à l'heure, appelée Commission pour le suivi de la négociation avec l'Union européenne. Est-ce qu'il y a des remarques? Donc, j'ai motivé cela tout à l'heure par l'importance que nous accordons tous à cette question fondamentale. S'il n'y a pas de remarques, je vais mettre aux voix la création de la Commission pour le suivi de la négociation avec l'Union européenne. Y a-t-il des avis contraires? Pas d'avis contraires. Y a-t-il des abstentions? Pas d'abstention. Donc, à l'unanimité, le Conseil national vote la création de cette commission spéciale. Qui demande à être membre, Monsieur le secrétaire général? Alors là, on va le faire sur le siège, parce qu'effectivement, par définition, on vient de la créer. Est-ce qu'il y a des conseillers nationaux qui ne souhaiteraient pas en faire partie? Donc, je mets aux voix la composition. Alors, Monsieur Ritt a bien dit en début de séance qu'il était candidat à toutes les commissions. Est-ce qu'il est aussi à cette commission? Oui, je vous demanderai de prendre en compte que Monsieur Ritt est candidat. Aussi. Très bien. Donc, l'ensemble. Donc, je mets aux voix la composition avec l'ensemble des 24 élus. Pas d'avis contraire, pas d'abstention. C'est cette composition qui est adoptée. Et enfin, donc, la majorité souhaite proposer, toujours en... Non, pas enfin d'ailleurs, mais ensuite, puisque j'ai dit qu'on en supprimait une et on en créerait 3. Donc, proposer, toujours en vertu de cet article 25, la création d'une autre commission spéciale intitulée « Composition pour le développement du numérique ». Je m'en suis aussi expliqué tout à l'heure dans mon intervention. C'est un sujet majeur qui impacte de plus en plus de très nombreuses politiques publiques. Est-ce qu'il y a des remarques? Sinon, je vais mettre aux voix donc, la composition de cette commission intitulée « Commission pour le développement du numérique ». Y a-t-il des avis contraires? Pas d'avis contraires. Y a-t-il des abstentions? Pas d'abstention. Elle est donc créée. Et est-ce que tous les conseillers nationaux souhaitent en faire partie? Si certains ne le souhaitent pas, merci de me le faire savoir. Donc, M. Ritt également, oui. Nous mettons donc aux voix la composition de la commission avec l'ensemble des 24 élus. Pas d'avis contraire, pas d'abstention. Elle est ainsi composée. Ensuite, donc, et enfin, la majorité souhaite proposer la création d'une commission spéciale pour le suivi du fonds de réserve constitutionnel et la modernisation des comptes publics. C'est un sujet qui a été abordé souvent dans les débats de l'ancienne mandature. Et je me suis expliqué aussi sur l'importance de ces questions pour la représentation nationale. Est-ce qu'il y a des remarques par rapport à la création de cette commission? S'il n'y en a pas, je mets aux voix donc cette création. Y a-t-il des avis contraires? Pas d'avis contraires, pas d'abstention. La commission pour le suivi du fonds de réserve constitutionnel et la modernisation des comptes publics est donc créée. Dois-je considérer que, toujours très dynamique et très prêt à vous engager à fond dans ce mandat, vous êtes tous candidats aussi, et je m'en réjouis, pour cette commission, Madame Fresco, Monsieur Ritt également. Je mets donc aux voix la composition avec les 24 conseillers nationaux de cette commission. S'il n'y a pas d'avis contraire et pas d'abstention, cette commission est ainsi adoptée dans cette composition. Alors, avant de clore cette séance publique, je dois, en vertu de l'article 81 du règlement intérieur du Conseil national, vous faire part du dépôt d'un projet de loi qui est parvenu au Conseil national depuis la dernière séance publique de l'Assemblée, c'était le 21 décembre 2017. C'est le projet de loi numéro 973 relative au renforcement de la protection des personnes contre la diffamation et l'injure. Ce texte a été communiqué au Conseil national le 27 décembre 2017
je vous propose, compte tenu de son objet, d'en saisir officiellement la commission de législation, qui me semble la plus appropriée. Est-ce qu'il y aurait des avis contraires à cette désignation ou des abstentions? Pas d'avis contraire, pas d'abstention. On renvoie donc ce projet de loi devant la commission de législation. Voilà, Monsieur le ministre, Madame et Messieurs les conseillers de gouvernement ministres, chers collègues, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, l'ordre du jour de cette séance un peu spéciale pour nous et émouvante est épuisé. Je vous remercie tous. La séance est levée. Voilà une première séance qui marquera sans doute l'histoire. Une première séance qui a vu l'élection attendue de Stéphane Valéry, qui était le leader du mouvement Primo Priorité Monaco. Vous évoquez d'ailleurs les groupes. Les groupes politiques vont être sans doute créés, en tout cas le groupe politique Priorité Monaco, mais nous y reviendrons sans doute dans une autre émission. Autre événement important et qui était plus inattendu, en tout cas pour lequel nous n'avions pas d'informations, c'était l'élection de la vice-présidente. Exactement, c'était tenu un secret de la part du président. Effectivement, donc élection de la vice-présidence. Dès demain, le travail va commencer pour le Conseil national. Tout à fait, demain aura lieu, comme l'a précisé le président, va recevoir donc les membres de la minorité pour leur proposer une commission, la présidence d'une commission, et également les proposer d'être présents dans certaines commissions mixtes. Et en effet, en commission privée, les élus désigneront les présidents de chacune des commissions, ce qui sera tout à fait rendu public sur le site internet à partir de demain ou dès lundi. Le site internet qui va s'enrichir et qui va connaître sans doute de forts développements dans les prochaines semaines et les prochains mois. Des réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter, Instagram même. Restez bien entendu à l'écoute, si j'ose dire. En tout cas, nous vous retrouvons bientôt sur cette Web TV qui va se développer. Nous vous remercions de votre attention. Merci à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis sur Internet et nos réseaux sociaux et surtout à très bientôt pour d'autres émissions.